Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres de ce jeudi 5 octobre. Suite et fin du déplacement du prince Albert II en Calabre, le souverain reviendra à notre micro sur cette visite dans le sud de l'Italie, dans les pas de ses ancêtres. Et quels sont les grands dossiers qui mobilisent le département des affaires sociales et de la santé en cette rentrée? Pour le savoir, nous recevons ce soir Christophe Robineau. En basket, c'est le grand retour de l'Euroleague. Monaco se déplace à Valence vendredi. Le plastique a envahi notre quotidien. Il était au cœur d'une conférence en principauté animée par Patrick Navarre, directeur de recherche au CNRS. Il sera notre invité. Et enfin, l'Association mondiale des amis de l'enfance célèbre ses 60 ans. À cette occasion, la Fondation Donadieu a souhaité mettre à sa disposition une soixantaine d'œuvres provenant de sa collection. Le prince Albert II a effectué une visite de 2 jours en Calabre, un déplacement dans les pas de ses ancêtres, car plusieurs communes du sud de l'Italie ont un passé avec les Grimaldi. Après Terranova et Seminara ont réservé un accueil chaleureux au prince souverain. Christine Datomel, vous êtes sur place pour Monaco Info. Quels ont été les temps forts de cette journée ? Oui, plusieurs temps forts ont ponctué cette journée dans le sud de l'Italie après avoir dévoilé la plaque commémorant cette visite ainsi que le panneau signalétique d'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi à l'entrée de la ville de Terranova. Le prince souverain et sa délégation ont déambulé dans les rues du village en compagnie du maire et des autorités. Et c'est devant la tour civique que cet instant privilégié dans la vie du village a été immortalisé. La commune partageant des liens forts, voire même familiaux avec la principauté de Monaco, car tout comme Taurinova, le village de Terranova appartenait aussi à l'ensemble territorial acheté par Battista Grimaldi au XVIe siècle, d'où l'importance pour les deux territoires de célébrer ces liens ancestraux. Principe Alberto II, che noi oggi abbiamo avuto l'onore di avere qui, non solo per rievocare e valorizzare la storia, ma per consolidare l'amicizia che lega questo popolo terranovese, questa città ducale, con l'attuale Principato di Monaco. Après les traditionnels discours et échanges de cadeaux, le souverain a pu visiter l'église de la place du village, ainsi que le palais de la culture où un concerto pour violon et piano a été donné en l'honneur de cette visite. Des visites qui sont toujours des moments émouvants pour le prince souverain, qui reste très attaché au fait de retracer l'histoire de sa famille. Ici en Calabre, il restait 3 communes à visiter et à accueillir dans l'association, puisqu'ici à Terranova en particulier, le maire a été un des premiers à adhérer à l'association des sites historiques et je le remercie infiniment. Mais c'est aussi l'occasion d'envisager, grâce à ce socle historique, d'envisager des collaborations futures dans différents domaines. Et puis bien sûr que ces communes seront invitées, comme j'ai pu le dire, aux rencontres des sites historiques sur la place du Palais dans les prochaines années. Et donc ce sera une grande joie de les accueillir et ils pourront présenter à la population de la principauté et à nos visiteurs toute leur culture, toute leur économie, leur gastronomie, leur spécialité. Donc c'est ça qui est important, c'est de créer cette communauté de territoires qui ont un lien avec la famille Grimaldi et qui ont un lien avec la principauté. Après être parti à la rencontre des autorités et de la population de Terranova, c'est à quelques kilomètres de là que le souverain, accompagné de sa délégation, a foulé les terres de la commune de Seminara. Accueilli chaleureusement par les habitants et les autorités, ce petit village calabrais était détenu quant à lui à l'époque par un rameau des Grimaldi de Calabre, dont les origines remontent au XIIIe siècle à Lanfranco Grimaldi, plus précisément, père de Régnier Ier et donc ancêtre direct du souverain. Après une visite en 2019 puis une autre en 2022, cette 3e visite en Calabre aura donc été l'occasion pour le souverain et sa délégation de découvrir des sites culturels et religieux emblématiques de ces 3 communes et de renforcer bien sûr encore un peu plus les liens qui unissent la principauté de Monaco à l'Italie. Épreuve de ces liens étroits, la principauté sera bientôt jumelée avec la commune de Dolceacqua, également site historique Grimaldi de Monaco.
La communauté politique européenne réunie à Grenade en Espagne, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement participent actuellement à ce sommet, dont le ministre d'État Pierre Dartout, accompagné de la ministre des Relations extérieures et de la coopération Isabel Béraud Amadei et d'Isabel Costa, haut commissaire aux affaires européennes. Objectif des discussions, poser les bases de l'avenir de l'Europe. Retour en Principauté où le département des affaires sociales et de la santé a tenu une conférence de presse ce jeudi matin, à l'occasion d'aborder les grands dossiers de la rentrée qui vont mobiliser le gouvernement princier. Bonsoir Christophe Robineau. Bonsoir Émilie. Un mot, une idée pour qualifier la rentrée de votre département ? Écoutez, c'est une rentrée riche. Nous avons beaucoup de sujets sur l'actualité, tant de la santé que de la rentrée sociale. Donc nous sommes bien occupés et nous sommes à pied d'œuvre pour avancer sur de nombreux sujets. Les sujets évoqués lors de cette conférence de presse, le premier concerne la santé, la vaccination contre le Covid et la grippe. Alors, la vaccination contre la Covid, bien évidemment, tout le monde lit dans l'actualité la recrudescence de la Covid. Heureusement, un variant Eris, qui est un variant qui entraîne peu de cas graves, mais de nombreux cas. Les structures de santé ne sont pas du tout menacées dans leur fonctionnement et il n'y a pas d'alerte particulière à ce sujet. Néanmoins, il est important de rappeler que la vaccination est utile. Elle est utile pour protéger les personnes âgées, les personnes présentant des comorbidités de forme potentiellement grave et de décompensation de leur maladie chronique, comme pourrait d'ailleurs le faire une épidémie de grippe. À ce titre, nous allons dès la semaine prochaine avoir à disposition les nouvelles versions du vaccin Comirnaty qui permettent d'avoir une couverture vaccinale de ce sous-variant Eris. Un autre thème d'actualité a été abordé, c'est ce nouveau traitement contre la bronchiolite, le Beyfortus. Est-ce qu'il est proposé dans les maternités à Monaco? Est-ce qu'il y a une pénurie en Principauté? Alors vous avez raison d'abord de parler de traitement puisque ce n'est pas un vaccin. Le Beyfortus, ce sont des anticorps monoclonaux qui confèrent une protection immédiate et pour une durée de plusieurs mois aux nourrissons qui bénéficient de ce traitement. Aujourd'hui, nous disposons de doses à la maternité de l'hôpital de Monaco en faible quantité, mais comme vous le savez, ce traitement est également manquant en France puisque suite à la communication large qui a été faite par les pouvoirs publics français, la demande a été importante. Or, la disponibilité de doses est assez faible en France et aujourd'hui, il y a effectivement des besoins qui sont supérieurs à la disponibilité de ce traitement. Pour notre part, nous avons pu obtenir 34 doses au CHPG qui sont utilisées pour les nouveau-nés qui en ont besoin. Et nous avons commandé auprès de Santé publique France, puisque c'est une dispensation qui est régulée par les pouvoirs publics français, 300 doses qui devraient nous permettre de couvrir les besoins de nourrissons et jeunes enfants de la Principauté. Un mot sur l'évolution du chantier du nouveau CHPG. Où en est l'avancée des travaux ? Le CHPG, il avance bien. Comme j'ai pu le dire, c'est un chantier de longue haleine qui est le fruit d'une collaboration intense entre mon département et celui de Madame Caron. La partie infrastructure est terminée, en tout cas dans la phase construction, à savoir les parkings, un certain nombre de services techniques, les nouvelles urgences du futur CHPG. Et nous sommes passés à la construction de l'infrastructure, de la superstructure, qui avance bien puisque nous montons d'à peu près un étage par mois, ce qui fait qu'à la mi-2024, nous aurons atteint la hauteur définitive de ces deux tours. Concernant le volet social, Christophe Robineau, le premier forum de l'emploi a confirmé l'attractivité du pays. Le marché reste dynamique, même si des secteurs peinent encore à recruter. Écoutez, des secteurs effectivement peine encore à recruter, mais je crois que le forum est une belle démonstration de l'intérêt des candidats à un emploi pour Monaco. Concernant la situation d'ailleurs des salariés, vous saviez qu'en 2022, nous avions passé les 60 500 salariés. La croissance se poursuit puisque à fin août, nous avions passé la barre des 64 000 salariés en Principauté. Donc je crois que l'attractivité, elle est toujours réelle. Les salariés espèrent pouvoir venir à travailler. Philippe Ortelli, président de la FEDEM, soulevait sur notre antenne la semaine dernière la difficulté d'accès à la Principauté. Est-ce que le gouvernement est sensible à ce sujet ? Le gouvernement ne peut pas faire autre chose que d'être sensible à cette problématique, que ce soit la question de la mobilité ou la question du logement. Après, il faut quand même rappeler
que le gouvernement monégasque, s'il maîtrise le territoire monégasque, il ne maîtrise pas le territoire français. Et donc la résolution de ces problèmes doit faire l'objet de négociations concertées entre les pouvoirs publics français et les autorités monégasques. Mes collègues du gouvernement ont eu des rendez-vous avec leurs homologues français pour discuter de la problématique, notamment de la mobilité. Et nous espérons à court moyen terme trouver des solutions pour améliorer les voies d'accès à la principauté. Notamment, nous espérons que l'amélioration du réseau ferroviaire sera pour partie une amélioration des conditions de circulation en réduisant le trafic automobile et en augmentant la capacité ferroviaire. Mais ce n'est pas la seule solution qu'il faut envisager et différentes autres solutions ont été abordées et font l'objet d'échanges entre le gouvernement monégasque et le gouvernement français ainsi qu'avec les collectivités locales des Alpes-Maritimes. Christophe Robineau, quelles sont vos relations avec les partenaires sociaux? On a pu voir un mouvement il y a quelques jours en principauté. Quelles sont les principales inquiétudes et revendications des syndicats? Les revendications, depuis que je suis en fonction et même avant, sont sensiblement toujours les mêmes. On évoque l'emploi, on évoque les conditions salariales, on évoque la couverture de l'assurance maladie, on évoque les conditions de retraite. Certaines revendications sont légitimes, certaines revendications sont faciles et notamment la revalorisation du point retraite qui était demandée par l'USM de 5,06% en fait était une mesure qui était déjà acquise puisque les propositions du directeur des caisses sociales de Monaco qui avaient été communiquées aux représentants des salariés auprès du comité de contrôle faisaient état de cette volonté de revaloriser quoi qu'il en soit le point retraite de 5,06%. Eh bien, merci beaucoup Christophe Robineau d'avoir été avec nous pour évoquer la rentrée de votre département des affaires sociales et de la santé. Merci beaucoup Émilie. La Caisse monégasque de retraite complémentaire fait également partie des dossiers prioritaires du département des affaires sociales et de la santé. Elle sera officiellement créée le 1er janvier 2024. L'Assemblée générale de l'Association monégasque de retraite par répartition s'est réunie aujourd'hui au musée océanographique en présence de représentants du gouvernement princier et du Conseil national. Actuellement et depuis 1965, les salariés français adhèrent au régime de l'Argic-Arco via la MER. La crèche Honoria a reçu la visite du prince Albert II. Aujourd'hui, il a pu découvrir les installations proposées dans cet établissement situé à l'ouest de la principauté et qui accueille les enfants de 0 à 3 ans. Vous le voyez à l'image, ils étaient d'ailleurs un peu impressionnés de recevoir la visite d'un chef d'État. La crèche Honoria a ouvert ses portes en septembre dernier. Elle dispose de 30 berceaux. En basket, l'Euroleague fait son grand retour dès ce jeudi soir. 3e de la compétition l'an passé, la Roca Team veut rêver encore plus grand grâce à un effectif renforcé. Bonsoir Yannick Debever. Les Monégasques débutent leur aventure européenne ce vendredi à Valence. Quelles sont les ambitions du club de la Principauté cette saison? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Et effectivement, après une saison conclue sur la 3e marche du podium d'Euroleague, la Roca Team fait partie des favoris pour décrocher le titre cette année, au même titre que l'Olympiakos ou le Real Madrid. Seulement, toutes les équipes d'Euroleague se sont renforcées cet été, le niveau est encore monté d'un cran et la lutte pour les playoffs sera encore plus haletante que la saison passée. Écoutez Donatas Motiejūnas à ce propos. It's a new challenges, teams, improved teams, different coaches, different strategies. That's why EuroLeague basketball is so interesting, you know, because 1 year you can do bad, then you come next with a completely different team and you can be on the top. So it's going to be a huge challenge for us and going to require a huge effort from us to achieve same thing if we want to achieve same thing what we achieved last year. Le premier match européen de cette saison se joue à Valence, dans une salle où la Roca Team avait perdu l'année passée. Les Valencians ont vu leur effectif un petit peu modifié cet été, mais ils s'appuient toujours sur le même duo dynamique à l'arrière, Chris Jones et Jared Harper. Et parmi les recrues de Valence cet été, il y a 2 anciens monégasques, Yannick. Et oui, 2 anciens monégasques, 2 intérieurs, Brandon Davis qui débarque de Milan et puis Damien Inglis qui avec Gran Canaria a remporté cette année sa 2e Eurocup, après celle évidemment glanée avec la Roca Team en 2021.
Nul doute que les retrouvailles avec les membres du staff seront chaleureuses. Yannick, 2023 marque une nouvelle formule pour cette compétition reine du basket européen. Le format change avec désormais un play-in qui précédera les play-offs. Encore une bonne idée des Américains, ce concept de play-in vient tout droit de NBA où depuis 2021, les équipes classées entre la 7e et la 10e position s'affrontent sur des matchs à élimination directe pour obtenir leur place en play-off. Autrement dit, seuls les 6 premiers de la saison régulière seront directement qualifiés. Et ce n'est pas le seul changement, puisque de nouvelles règles s'appliquent en jeu. Les coachs ont désormais droit à 2 challenges au lieu d'1, et le champ d'action de ces vérifications vidéo ont été élargis. Écoutez le coach Sacha Obradovic à propos de ces changements. There are some changes, but I don't think it's going to be a lot of tactic changing because of the changes. So more important, as I said, to take all the teams equal, but because they deserve all of them. Even now, the next opponent. Really, get stronger, than comparing with the previous year. Avec 5 victoires en 5 rencontres de Betclic Elite, dont une sur le parquet de Villeurbanne, la Roca Team signe un début de saison parfait. Malgré les absences de Walker et Lloyd et l'incertitude de Jaité, les Monégasques comptent bien démarrer de la meilleure des manières ce championnat européen où plus que jamais, chaque match comptera. Vous savez tout, rendez-vous ce vendredi à 20h30 à Valence. Merci Yannick. En football, Didier Deschamps a dévoilé aujourd'hui la liste des joueurs sélectionnés pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France, dont le choc contre les Pays-Bas pour les éliminatoires de l'Euro. Youssouf Fofana fera partie du groupe. Le milieu de terrain de l'AS Monaco a en effet été convoqué par le sélectionneur des Bleus. Première rencontre le 13 octobre. Intéressons-nous à présent à cette conférence organisée par la médiathèque de Monaco aujourd'hui. Son thème, bénéfices et dangers des matières plastiques, peut-on s'en passer? Pour faire face à cette situation, de nombreux pays ont pris des décisions. Monaco, par exemple, vise le zéro déchet plastique à usage unique à l'horizon 2030, une politique mise en œuvre dès 2016. Bonsoir Patrick Navarre. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous animiez cette conférence à la bibliothèque Louis Noutari. Est-ce que l'on peut tout d'abord dresser un état des lieux de la situation? Quelle est l'ampleur de la pollution plastique dans le monde? Alors, la pollution plastique, on en parle beaucoup. Et souvent, on la voit à travers un prisme qui est celui des océans ou des mers. Alors effectivement, ici à Monaco, la mer est toute proche et on est très sensibilisé à ça. Le problème, c'est que la pollution plastique, elle touche toutes les strates de la Terre. On en a dans l'air, on a des morceaux de plastique qui traînent dans les sols, dans les eaux de surface. Donc c'est un problème de santé publique et un problème aussi d'environnement qui est très, très sévère. Et la difficulté, c'est que on n'a pas que le plastique en termes de polymère. Je ne sais pas si le mot polymère vous parle. C'est l'ingrédient majeur, comme le polyéthylène ou le polypropylène ou le polystyrène. Mais un plastique, c'est ce polymère plus des additifs. Et ce sont ces additifs qui sont parfois en quantité importante, des fois jusqu'à 20 ou 30%, qui posent un très très gros problème. Notamment quand c'est dans le sol, on sait que ces additifs, ils vont gêner, modifier la façon dont les plantes poussent, la façon dont les organismes qui sont présents dans le sol vont pouvoir se reproduire. Et cette difficulté-là, ou cet enjeu-là, ou ce danger-là, il est pour l'instant un peu méconnu. On ne voit ça que sous le prisme de la mer, ce qui est déjà beaucoup, mais ce n'est pas le seul. Est-ce qu'on peut se passer de ces matières plastiques finalement qui polluent nos sols, l'air et puis la mer? Et voilà, c'est tout le problème. Les matières plastiques sont des matières extraordinaires. Si vous regardez tout autour de vous, n'importe quel téléspectateur regarde autour de lui et voit qu'il est envahi, entouré de plastique. Et pourquoi il est envahi, entouré de plastique? C'est parce que c'est incroyablement pratique. Ce sont des matériaux géniaux. Sauf que ils sont géniaux, mais ils présentent des dangers et on s'en rend compte de plus en plus. Maintenant, imaginez, il y a des magasins, je ne citerai pas les noms, qui disent zéro plastique, c'est fantastique. Rentrez dans ces magasins et vous vous dites, j'enlève tous les plastiques. Il reste quoi? Parce que quand je vous ai dit, un plastique, c'est un polymère avec des additifs, mais ça comprend les pneus de votre voiture. Donc nous sommes, nous, à chaque fois que nous roulons en voiture, des pollueurs de l'océan ou de la mer.
Voilà, tout simplement, une fois que vous avez changé, vous changez vos pneumatiques périodiquement et vous les changez parce que la couche d'usure, elle n'est plus là. Et elle est partie où? Elle est partie dans l'eau de mer. Et c'est 20 ou 30% de la pollution des mers. Simplement ça. Simplement laver ses vêtements. On lave ses vêtements, il y a des petites fibres qui s'en vont, ce sont des fibres de matière plastique, la plupart du temps, sauf si vous avez des vêtements en coton. Et ça passe où? Les filtres des machines à laver sont incapables de les retenir. Ça file dans les eaux, et aucun filtre ne les retienne. C'est 10-20% de la pollution. Alors évidemment, il y a la pollution qu'on voit, hein, tous ces sagouins qui balancent des sacs plastiques ou des morceaux de plastique. Ça, c'est anormal, c'est scandaleux, mais c'est qu'une petite partie. Le reste, c'est nous qui polluons, vous et moi. Cette conférence intitulée « Bénéfices et dangers des matières plastiques », on vient d'évoquer les dangers, mais quels sont les bénéfices? Les bénéfices, c'est tout ce que je viens de dire, c'est tout autour de nous. Il y a en face de moi une caméra, elle est entièrement remplie de plastique. J'ai un micro dans la main, il est entièrement rempli de plastique. Mon vêtement est en plastique, mes chaussures sont en plastique, ma voiture a beaucoup de plastique dedans. Voilà, le téléphone portable qu'utilise tout le monde a des coques en plastique. Il y a du plastique partout. Et c'est pourquoi il y en a partout, parce que c'est un matériau pas cher, facile à manipuler, facile à faire. On fait n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur, n'importe quelle texture à un coût qui est ridicule. Mais est-ce qu'il y a des moyens qui permettent de diminuer l'impact du plastique sur l'environnement? Oui. Lesquels? Changer un peu la façon dont on se comporte, déjà. Essayer de limiter la consommation, mais aussi qu'il y ait un effort de fait pour que les plastiques qui soient utilisés soient moins polluants et moins dangereux. Vous savez, il y a à peu près 10 000 additifs que l'on peut mettre pour fabriquer une matière plastique. Ces additifs, ils permettent d'ajuster le plastique à l'usage qu'on a besoin. Si vous faites un pare-choc de voiture, ça va être un certain type de plastique et d'additif. Il faut que le pare-choc résiste à 30 km/h, un choc, et qu'il soit aussi efficace l'hiver en Sibérie que l'été en plein milieu du désert. Ça nécessite d'avoir un plastique qui tienne ce genre de choses. Maintenant, si vous avez votre écran de télévision, votre écran de smartphone, il y a un film plastique, il a évidemment d'autres qualités, il a besoin de d'autres qualités. Il a besoin d'être transparent, d'avoir des qualités particulières pour servir d'écran. Donc, ces additifs sont indispensables, mais peut-être que l'on pourrait tenter de restreindre le nombre d'additifs et de faire en sorte que ces additifs soient moins polluants, de faire en sorte qu'ils restent là où ils sont, c'est-à-dire dans le plastique et qu'ils ne migrent pas. Quelqu'un qui tient une souris d'ordinateur, parce que c'est quelqu'un qui travaille avec un ordinateur 5 jours par semaine et 7 ou 8 heures par jour, les additifs présents dans la souris vont migrer à travers sa peau et vont pénétrer dans son corps. Il faut faire à ce moment-là très, très attention que ces additifs soient le moins polluants possible, le moins dangereux possible. C'est possible de faire ça, bien sûr. Oui, l'effort doit être global. J'évoquais en introduction les mesures prises, par exemple à Monaco, comme l'interdiction des sacs plastiques à usage unique ou des pailles. Là aussi, ça peut être une solution. Nous devons être nous-mêmes les acteurs de ce changement. Mais bien sûr, la législation, c'est important. Les aspects réglementaires, par exemple, interdire les sacs jetables. Il suffit d'aller faire ses courses avec un sac en plastique, mais qu'on ne jette pas, on le réutilise la semaine d'après ou le lendemain. Et les pailles, c'est la même chose. On a tous vu des photos abominables de tortues avec des pailles dans le nez. Enfin bon, ça ne va pas, ça. C'est sûr. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Navard, d'avoir été notre témoin sur Monaco Info pour évoquer la pollution plastique aussi bien dans l'air, sur le sol ou en mer. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Partons à présent à la découverte des métiers du casino de Monte-Carlo. Les opportunités sont variées et pour tous les niveaux d'études. La Société des bains de mer a organisé dernièrement une demi-journée pour mieux connaître les professions qui font tourner ce lieu emblématique. Le reportage de Fabien Bonilla et Alban Gingembre. Ce rendez-vous était réservé aux jeunes monégasques âgés de 18 à 25 ans sur inscription préalable. L'objectif, découvrir le lieu emblématique qui est le casino de Monte-Carlo et les différentes opportunités de carrière dans l'univers des jeux à Monaco. L'ouverture de cette journée de découverte a été effectuée par le président délégué du groupe. Nous souhaitons qu'on perpétue cette tradition, que les Monégasques sont très nombreux dans les casinos et nous voulons que ça dure. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, nous sommes ouverts à toutes les formations. C'est-à-dire que bien sûr,
ceux qui n'ont pas de diplôme peuvent postuler pour les écoles de jeu, mais nous sommes aussi attractifs pour les bacheliers, pour les diplômés de l'enseignement supérieur également, car il y a énormément de postes de managers. Nous avons une direction financière au casino et tous sont issus des écoles de jeu, commencent à travailler sur les tables, mais après il y a une direction marketing, il y a une direction des ressources humaines, il y a un secrétariat général, il y a une direction financière, et tous ces postes d'encadrement sont justement accessibles à ceux qui sont les plus motivés, les plus compétents. Donc nous accueillons aussi avec bonheur et plaisir les diplômés de l'enseignement supérieur. Le casino de Monte-Carlo, le Café de Paris ou encore par exemple l'Opéra Garnier, l'ensemble des lieux emblématiques de la place du casino ont été visités et présentés à ces jeunes monégasques. Alors je suis là parce qu'en tant que monégasque, en fait, on n'a pas le droit en temps normal de rentrer dans le casino. Et donc c'est une occasion un peu particulière justement de pouvoir visiter et de découvrir un peu les métiers et même de jouer à l'occasion de cet événement justement. Je suis venu pour découvrir à la fois tous les métiers disponibles dans le casino et approfondir mes connaissances sur le métier de croupier qui m'intéresse fortement. Cet après-midi a été l'occasion pour ces jeunes monégasques de rencontrer chaque responsable de département. La Société des Bains de Mer, c'est en tout 1200 employés pour la partie casino et 5000 l'été pour l'ensemble du groupe SBM. Restons au casino de Monte-Carlo, une exposition un peu particulière est présentée actuellement dans l'Atrium. Elle s'intitule Culture et dévoile des sculptures antiques miniatures du monde entier. Un véritable plaidoyer en faveur de la diversité culturelle. Le reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alban Gingembre. Provenant des 5 continents, couvrant 8000 ans d'histoire, de fonctions, de formes et de matières diverses, 60 sculptures antiques miniatures de cultures du monde sont présentées par la Fondation Donadieu, en l'honneur des 60 années consacrées à la protection de l'enfance par la MAD. La Fondation Donadieu a été créée il y a peu de temps, en lien direct avec la MAD. L'intérêt de la Fondation Donadieu, c'est apporter de la culture de haut niveau, via des événements culturels novateurs. Cette exposition est en fait le fruit d'une collecte depuis de nombreuses années d'objets à travers le monde. Ces objets ont en commun le fait qu'ils soient de petite taille et qui représentent différentes cultures du monde anciennes. Chaque module que vous allez voir, 6 modules au total constitués de 10 œuvres, représentent chacun un tour du monde. Hommes ou animaux, dans le vivant ou dans l'au-delà, l'exposition véhicule un double message. Elle est destinée à voyager à l'international, en particulier à la rencontre des jeunes, afin qu'ils puissent construire leur monde de demain sur certaines valeurs. Le premier message, c'est la nécessité de la diversité culturelle. On ne peut pas faire de grandes choses, on ne peut pas constituer cette œuvre-là notamment sans diversité culturelle. Et d'autre part, l'importance du petit, l'importance du fragile dans une société qui s'attache de plus en plus au monumental. C'est aussi un message de nos jours, à la tendance communautariste que l'on a, cloisonnement des cultures, cloisonnement des religions, cloisonnement tout court, qui permet, j'espère, de décloisonner tout ça et de montrer aux gens qu'il y a autre chose sur Terre que notre propre culture et notre propre vision des choses. L'exposition Culture est à découvrir jusqu'au mardi 17 octobre à l'Atrium du Casino de Monte-Carlo. Place à présent à vos prévisions météo avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le temps restera très agréable durant la journée malgré quelques nuages insignifiants. Les températures oscilleront de 18 à 23 degrés. Le soleil se lèvera à 7h32 et se couchera à 19h05 et nous fêterons les Bruno. Ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On se quitte en images avec la visite de l'un des lieux les plus emblématiques de la principauté, le casino de Monte-Carlo. Un écrin qui a reçu près de 140 000 visiteurs l'été dernier. Demain, retrouvez Christophe Paco pour votre JT. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.